Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session of our conference. And it gives me an immense sense of privilege indeed to introduce today's keynote artist talk, Residues and Residuals, featuring the remarkable maker, as he prefers to call himself, Pascal Martin Tailloux. This session, in many ways, sits at the very heart of our gathering, inviting us to reflect not only on systems of energy and extraction, but also on what remains. The residues, the traces, the people, and the materials left in the wake of global transformations. Tailloux's work asks us to see the world differently, not as a finished picture, but as something perpetually in motion, reshaped by contact, movement, and material exchange, emphasizing an intuitive and fluid process, or a process of creation that transcends the binaries of form, identity, and geography. His approach also resonates powerfully with our theme of energy justice, not through direct representation, but through what it makes us feel about materials, transformation, and what is left behind. Born in 1966 in Kongsamba, Cameroon, Tailloux now lives and works between Ghent, Belgium, and Yaoundé, Cameroon. Since the early 1990s, he has gained international recognition, notably through his participation in Documenta 11 in Kassel and the Venice Biennale in 25 and 29. Early in his career, he added an E to his first and middle names, subtly queering the boundaries of identity and authorship. After leaving his studies in the early 1990s, Tailloux began experimenting with natural and found materials, embarking on a deeply personal search for identity and belonging. Over time, he developed an artistic language built from the textures of everyday life: chalk, glass, plastic, wood, charcoal, and dust. His works, ranging from sculpture and installation to drawing and video, trace the human experience within systems of power, migration, and material exchange. Today's conversation will be moderated by Dr. Bahauddin Abudaya, Senior Curator of Contemporary Art at Qatar Museums, and we are truly thankful to Dr. Abudaya for facilitating this conversation. He has curated major international exhibitions, including Great Times, Infinite Dimensions, and Articulating the Particular, Qatar Contemporary, among many others. As a scholar and curator with deep expertise in modern and contemporary Arab art, he has also taught, and we are fortunate to have that, at Georgetown University in Qatar, VCU Arts Qatar, and Sorbonne University Abu Dhabi. His research explores Palestinian art, Arab modernity, and the intersections of art and politics. I would also, before I end my introduction, would like to invite everyone in the audience to join the art tour Landscapes in Motion from 5 to 5:45 p.m., which will bring together works by Pascal himself, his 6 charcoal frescoes, Sofia Almaria's video installation, The Future Was Desert,
one of our own participant scholars video work, Natasha Otayas, and selected artworks from the Arak collection. And we are quite pleased to have Mr. Abdurrahman Al-Khuleifi, the owner of Arak collection, with us, and thank him for his generous support of our art program for the conference. So please join me in welcoming Pascal Tayu and Dr. Bahauddin Abudaya to the stage. Thank you. Yeah. Good afternoon, everyone. Thank you, Professor Firat, for the introduction. Before we begin, I would like to thank Georgetown University in Qatar and Dean Safwan Masri, as well as the organizers of Hiwarat, for hosting this important conference. And sure, special thanks to Pascal for joining us and for sharing his work and vision with us. It is an honor to be here in conversation with you. Thank you very much. Merci beaucoup. I'm so happy. Je suis très content d'être une fois encore invité dans cette région des Émirats. Ça fait quelques années que je sillonne un peu cette région et c'est vraiment un grand honneur d'être là et de partager avec vous mon univers. Oui, juste là. It's going to be an issue. It's not an issue. It's like it's going to be funny because we're going to really use two languages here. So I just want to remind everybody, if you would like to have any, if you like to pick up any headphones, they are available, because Pascal mainly will speak in French. So Pascal, it's not so easy, I think, these subjects that we will speak about, because we were talking about them since we met 2 days ago. And I think to understand more about all the complexity of the subjects that we speak about, let's start really with the beginning. So you begin your journey in the year 90s by creating an installation using natural elements and everyday objects. What inspired you, and how did these early works shape your artistic vision? Moi, je considère que l'aventure humaine commence déjà par la naissance. Et on est dans un environnement où on grandit en acquérant une éducation. Et cette éducation, quelquefois, sont construites autour des espoirs, ou même des certitudes. Oui. Et donc, je suis passé par l'école et même l'université. Et c'est à un certain moment, je me suis rendu compte que, parce que j'ai essayé de m'exercer au droit, et pendant mes études de droit, je me suis rendu compte que le droit était maladroit. C'est en ce moment donc que j'ai décidé peut-être de m'éloigner de la maladresse juridique pour construire mes propres codes existentiels. Et pour y arriver, il fallait d'abord faire une espèce de diagnostic à ma manière de mon environnement le plus proche. Et en faisant ce diagnostic, j'ai repéré quelques maladies qui étaient la cause de mon constat. Et donc, chapitre par chapitre, balbutiement après balbutiement, j'ai essayé des choses. J'ai essayé des choses déjà pour trouver une forme d'équilibre intérieur, pour essayer de construire un espace de discernement. Et voilà comment dans cette logique, j'ai commencé à fabriquer, à mettre des choses ensemble pour répondre à ces questionnements-là. Et voilà. Oui, c'est vraiment très intéressant. So, yeah, we'll go back to this about the question of fabrication, because it's very interesting. So, you don't
consider, or you don't call yourself an artist, you always use the term maker. Although the word artist comes with a lot of rules and a lot of expectations from the art world. In my point of view, also the word maker, it is more, I would say, it feels more personal and freer. What does this difference mean to you, and how does it affect your work? Not to call yourself an artist, and mainly to consider yourself as a maker, le faiseur, if on a parlé. And also because I noticed something, when we were discussing, you were always, when I use the classic words that from the art history, for example, when I say in French, ton œuvre, or your masterpiece, or your work, you would say like, no, this is not an artwork, this is something, this is quelque chose. So how all this comes to you, to explain to us the difference between artist and maker, and the way that you identify yourself in this case? Tout à l'heure, j'essayais de me positionner le lancement de ma fusée, on va dire, dans mon espace de fabrication. Je disais que j'avais cru qu'il y avait des certitudes. Mais ces certitudes-là sont liées directement à l'éducation que nous avons en tant qu'enfants. Et c'est tout à fait normal que les parents essayent de vous donner des clés et des outils pour pouvoir vivre un peu comme eux aussi, ils ont reçu des clés. Voilà, donc ils transfèrent leur, on va dire leur éducation. Et moi, je suis arrivé à un niveau où je pensais qu'en fait, le droit était droit. Et je suis rendu compte que ce n'était pas droit. Donc, du moment où je me mets maintenant à trouver des solutions à ça, je suis dans une phase de dépouillement. C'est-à-dire, je ne dois pas utiliser des expressions qui cadrent, ou bien qui m'encadrent, qui m'emprisonnent. Je dois essayer de rentrer dans une formulation de mise à jour. Et c'est une démarche personnelle. Donc, comme toutes les inventions n'ont pas besoin de pollution à la base, hein. Et je le fais parce que je suis à la quête d'une zone de confort mental, intellectuel. Donc, je vais construire mon mantra, je vais construire mon narratif. Et je n'ai rien contre le fait que l'on puisse parler de l'art ou des artistes, mais ça ne m'intéresse pas, tout simplement ça. Puisque ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir trouver des voies et trouver des pistes de conversation et peut-être exposer mes observations avec mes interlocuteurs. Et bien sûr, quand je prends cette direction, je suis confronté, je deviens l'emblème, le symbole de la minorité, parce qu'en fait, toute la foule pense d'une certaine manière. Et tout à coup, je pense contre la foule. Je pense à l'encontre de la pensée de la foule. Mais c'est une logique personnelle, c'est une démarche personnelle. Je suis à la quête du moi-même. Voilà. Mais je ne remets pas ce que je constate en cause, parce que je suis dans la revendication ou dans un engagement a priori. C'est que je m'interroge. Je m'interroge. Oui. Pourquoi les certitudes deviennent incertaines? Ouais. Pourquoi ça se passe comme ça, tout simplement? Et donc, je dois donc faire quelque chose, je dois rentrer en action. Et l'action, c'est, donc dans ce cas, j'ai choisi, comme tout le monde, de faire des choses. Parce que je me dis, peut-être en faisant des choses, je vais trouver des réponses progressivement à mes questionnements, à mes problématiques. C'est simplement comme ça. Je n'ai pas de grandes questions à ce moment-là. Oui. Voilà. Ben, dans ce cas-là, parce que it's very interesting. So, in this context, how does identifying yourself as a maker allow you to resist labels, classifications, or geographical categorizations imposed by the famous art world? Oui. How this... Mais ce ne sont pas les questions que je me pose. Ça, c'est les questions que le système face à moi se pose. Parce que c'est eux qui m'invitent. Je ne m'invite pas dans le système. Je suis
je vous dis, je constate, je sors du système, je raconte mes histotes, et c'est le système qui m'interpelle, n'est-ce pas? Donc c'est pas moi qui va frapper à la porte du système. Alors, donc quand le système m'interpelle, je suis dans la même logique. Le système devient donc un outil de travail. Oui. Ouais, oui. Donc, parce que dans la tête du système, généralement, le système vient comme en fait, comme un peu comme le pouvoir de décision dans mon audiovisuel. Mais sauf qu'elle ne se rend pas compte qu'en fait, c'est moi qui ai le pouvoir. Et ce n'est pas une logique de confrontation, non. C'est une logique simplement j'ai d'abord cerné, et après je rentre dans le discernement. Et donc on va travailler ensemble. Parce qu'en fait, le système même n'a pas encore fait cette démarche que je me fais. Parce que le système se sent puissant. Tu vois, or moi, je suis en train de construire un phénomène à la renverse. Donc c'est moi qui dois civiliser la civilisation. Oh, that's a big statement. Mais oui, mais oui. Parce que si je ne pense pas comme ça, parce que c'est important que je rentre dans une logique d'arrogance. Yeah. C'est-à-dire, mais je dois moduler mon arrogance dans une formulation de douceur. Parce que c'est la persuasion progressive. C'est la même chose que le système a fait pour pouvoir m'accaparer. Oui. Je ne suis qu'un symbole du système de ce côté. Oui. Voilà. Et moi, je sors de la foule et je dis, bon, est-ce qu'on peut le faire? Puisque dans ces systèmes, nous nous posons des questions. Nous sommes tristes. On n'est pas fiers. Et moi, je dis, mais si on n'est pas fiers, est-ce que quelque part on peut être heureux? Et alors, comment on peut arriver donc à être heureux? Et dans la pratique, concrètement, je dis, je dois passer par les abstractions peut-être pour pouvoir arriver à cette terre promise. Ah, makes sense. So, in this, also in the same context of identification, classification, and that, how do you respond when anybody or an institution, when your work is framed under the label of African art? Why I'm asking this? Because after you answer, I will give you more. Quand je suis né quelque part. Et j'ai découvert qu'on disait que j'étais noir. J'ai découvert qu'on m'a dit que j'étais né dans un continent dans un pays qu'on appelait le Cameroun, dans un continent qu'on appelait l'Afrique, et que les gens qui vivent là-bas, on les appelle les Africains. Ce n'est pas mon invention. Et donc je rencontre ces catégorisations-là sur mon parcours d'existant. C'est encore la stratification du système. Je ne peux pas a priori rentrer en confrontation avec cette stratification parce qu'il faut encore une stratégie de compréhension. C'est-à-dire, il faut comprendre pourquoi le système essaye de classifier. Voilà. Je sais que le système essaie de classifier, c'est parce qu'il veut mettre de l'ordre dans son engagement de civilisation. C'est simple comme ça. Oui. Alors moi, je suis dans la logique de civiliser la civilisation. Civiliser la civilisation. Donc je laisse le système faire ce qu'il a envie de faire. Si le système appelle africain, tant mieux. Mais je sais que ce qui m'intéresse, c'est d'être un mélange de tout. Oui, bah, c'est comme on dit, why is contemporary art from Africa or Asia or the Arab world categorized geographically, while art from Europe and North America is simply labeled contemporary art? Oui. We always hear these terms, like, Arab contemporary art or African contemporary art, but it's rarely we hear the terms like French or British or American contemporary art. Absolument. Oui. Quand vous décidez de faire un enfant, oui. En tant que le papa et l'enfant, ou la maman, c'est vous qui donnez le nom à votre enfant. C'est pas quelqu'un d'autre qui donne le nom à ton enfant. Oui, ben c'est bien. Donc, alors, si des gens décident d'inventer l'art, ils appellent ça l'art contemporain. C'est leur enfant.
Ils ont le droit de dire, ça c'est l'art contemporain, ça c'est l'art contemporain africain. Mais toi, maintenant, si on te dit que toi tu es art contemporain africain, tu n'es pas d'accord, mais c'est à toi de dire je ne suis pas d'accord et tu expliques pourquoi tu n'es pas d'accord. Les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. No, there is no doubt about this, but it's still like the fact that always there is this kind of classification or categorization. Oui. How do you think of this? How do you navigate through this? Are you okay to call you if they call you African artist? Ça dépend des contextes. Parce que je peux pas. Il y a des contextes où il ne faut pas rentrer dans des. J'ai bien dit dans la confrontation. Et c'est sur la durée de ta pratique que l'on voit exactement quelle est ta position. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux dire je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais si après ce que j'ai fait, ça fait que je suis ce que j'ai refusé hier. Je pense qu'aujourd'hui, sur la durée de ma pratique, on peut bien voir que je ne suis pas d'accord qu'on classifie les choses. C'est même pas à moi de le dire. D'accord. On peut voir par rapport à mes choix, mes investigations formelles, on peut bien voir que j'ai une vision plutôt qui est un peu une vision plutôt très ouverte, très créole comme ça. Mais ça n'exclut pas que je vienne de quelque part, que je suis né de quelque part, que je suis nourri à la poussière tropicale, que j'ai grandi sur Baobab. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr, oui. Voilà, donc je n'ai pas besoin de le prouver. Maintenant, si les gens veulent absolument que je dise que je suis noir, mais non, je dis dans ce cas, je suis blanc. Hein. Voilà, là, je parle français. Si je ne parle pas dans ma langue, ici, personne ne va me comprendre. Hein. Oui. Donc, mais je pense que peut-être il faut se battre pour pouvoir repositionner les identités à leur place, parce que lorsqu'on perd son identité, on perd son mode de pensée, on perd aussi sa propre valeur qu'on va mettre dans le panier du donner et de recevoir. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est une autre logique. Moi, dans ce que je fais en tant que faiseur, j'essaie de poser ces questions dans la pratique, pas que dans le discours. C'est-à-dire que j'ai fait un choix de composition, je veux réfléchir que dans la composition, qu'il y ait des éléments qui puissent interroger tout le monde. Après maintenant, les gens remarquent bien que celui qui a fait ce choix-là, il vient de quelque part. Mais il ne le fait pas parce qu'il vient de quelque part. Il le fait parce qu'il est comme nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est à moi, dans ma logique, d'amener cela avec ça. Mais si j'ai fait seulement un discours de oui, je ne suis pas d'accord, je vais m'éloigner de mon rôle qui est celui avec qui je me suis donné. Le rôle que je me suis donné qui est celui de faire des propositions d'issue de secours, d'issue de sortie. Parce que j'ai parfois l'impression qu'on est dans un trou noir et qu'on n'arrive plus à se voir. Enfin, nous ne nous regardons plus. Nous voulons tous être le centre. On oublie qu'en fait, le centre, c'est les autres. Alors, si à un moment donné, ça dépend de comment on t'identifie. Ça dépend du discours qui est derrière. Ça dépend de comment on porte cette identification-là. C'est ça qui peut faire que ça soit un peu tronqué, pollué. Oui. Par exemple, si par exemple, je vous dis, vous êtes palestinien avec une idée un peu retors, ça ne marche pas. Mais si je suis palestinien, parce que je vois votre identité, c'est quelque chose d'autre. Oui. Donc ça dépend. Vous voyez ce que je dis? Mais et à un moment donné, on portait tous des cartels. On a tous des noms, on a tous des voilà, on vient de quelque part. Labeled. Oui. So in this case, which is totally I agree with you about like stereotyping. So do you think such stereotyping erase the individuality of the artist or the maker and impose a kind of stereotype on the artist? Bien évidemment, ça pose des stéréotypes aux esprits faibles. Ben oui, si moi je vous ai dit, j'ai commencé à vous dire que je vais faire le droit. Le droit, c'est très abstrait. Le droit, c'est des stéréotypes. Oui. C'est des codes, c'est des lois et tout et tout. Et je me rends compte que le droit est maladroit. C'est-à-dire que je dis, c'est trop stéréotypé. Oui, parce que on peut peut-être réécrire cela différemment. Parce qu'on peut naviguer le droit, on peut l'interpréter différemment, on peut le changer. Oui, mais c'est facile de le dire comme ça. Après, maintenant, il faut que toi qui le dises, que dans ton parcours de tous les jours, dans ta pratique de tous les jours, qu'on voit comment tu essayes d'inscrire tes codes dans ces droits-là. C'est là où ça se trouve. Vous voyez? Et c'est chaque personne en tant qu'individu qui doit travailler là-dessus.
voyez, si je suis invité ici aujourd'hui, c'est que quelque part, on a peut-être repéré que j'avais peut-être une partition particulière dans la musique collective. Autrement, je ne serais pas là en train de faire ce concert. Oui. Fair enough. Voilà. So in this also, continuing with this subject, how do you think like museums and biennales and institutions, also universities, help decolonize the way that we look at art? En principe, les lieux, les universités, enfin les lieux d'apprentissage sont le lieu d'éducation. Et lorsqu'on dit éducation, c'est dans les lieux de découverte. Nous avons besoin de structures pour comprendre le monde. Et dans tout ce que nous créons, il y a toujours des zones obscures et des zones propres. Oui. Et je pense personnellement que c'est important qu'il y ait des lieux où on structure la perception des choses. Après, maintenant, c'est à toi en tant que sujet de voir comment tu t'en sers pour pouvoir donner ta propre partition après. Donc, les biennales peuvent être utilisées pour autre chose, par exemple. Ce qu'on appelle le soft power, les biennales, les productions artistiques. Mais c'est tout à fait normal. Mais c'est des cadres où ça doit fonctionner comme ça. C'est-à-dire, si je suis politicien et que je voudrais que de ce pays, le Qatar, que je voudrais que le Qatar ait une certaine visibilité, en tant que politicien, je veux voir comment me servir de l'université et même des manifestations artistiques pour donner la visibilité à mon pays. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et parce que la visite de mon pays doit après maintenant faire un encadrement sur l'identité de mon pays, c'est-à-dire les valeurs que j'apporte au domaine de recevoir. Donc j'ai besoin d'un miroir pour pouvoir être quelque part d'autre. Et je trouve ça sain. Je trouve ça normal. Parce que comme chaque entité, nous sommes tous là, nous sommes tous différents. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait notre différence? C'est le fait que nous pouvons exprimer notre différence en respectant la différence de l'autre. Mais ça, c'est à l'échelle individuelle. Comment on va faire ça? Ça commence par là. Comment on va faire ça à l'échelle institutionnelle? Non, mais si je ne suis pas l'institution, je parle de ce que je peux faire. Moi, je suis à mon niveau, je ne peux pas prétendre faire ce que je ne peux pas faire. Moi, je dis, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que moi, si je suis ici, peut-être c'est parce que pour certains, je suis à une institution. Alors, s'il y a des institutions qui sont là, peut-être peuvent s'inspirer de ce que je suis en train de raconter. Ouais. Vous savez, il m'est arrivé d'être interpellé. J'ai prétendu être enseignant quelque part dans une université. Oui. À l'école des Beaux-Arts, à Paris. Et quand les responsables m'interpellent pour pouvoir assumer ce rôle, je leur dis, mais je n'ai pas des outils pour ça. Et quand je le dis honnêtement. Parce que je me dis, ce que vous faites là-bas, vous le faites avec des codes assez particuliers. Mais moi, mes codes à moi, ce n'est pas ça. Je ne vois pas comment je peux venir là-bas, être en porte-à-faux. Et c'est à eux maintenant, ils ont dit, oui, nous le savons. Je dis, mais si vous le savez, pourquoi vous voulez que je vienne alors postuler à ces postes? Ils ont dit, parce que nous voulons que vous venez ici transmettre votre expérience. Souvenez-vous que toutes nos valeurs, toutes nos connaissances partent d'abord de rien. Parce qu'on donne toujours l'impression que lorsqu'on lit une Bible, la Bible est sortie comme ça de terre. On lit un Coran, le Coran est sorti comme ça de terre. Non, ça n'a pas de rien. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont réfléchi pour construire des couloirs de réflexion et peut-être du vivre ensemble. Et après, certains qui s'en servent comme ça, ils peuvent. Et c'est pareil avec les institutions. C'est-à-dire, à la base, je crois que ce n'est pas des intentions déshumanisantes. C'est comment après on s'en sert pour créer des zones de pouvoir et des conflits d'intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. Voilà. Et maintenant, si je me mets à la marge, c'est parce que je sais qu'on construit la ligne droite à partir en griffonnant d'abord. On ne commence pas d'abord la ligne droite. On fait, elle est penchée, après on refait, voilà. Après elle devient droite. Après. Mais du moment où ça devient droit, moi je m'éloigne. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'explorer la marge. Et du coup, mon avantage, c'est que je peux être dans les deux extrêmes. Je peux parler avec ceux qui pensent gouverner et ceux qui pensent, enfin ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Et moi, je suis au milieu. Et donc, j'essaie maintenant de voir comment démontrer que ma position, c'est une position pour pouvoir fédérer ou bien fusionner. Parce qu'enfin, on ne peut pas vivre que de son pouvoir. Non. Le pouvoir n'existe qu'au moment où on le partage.
effectivement. Voilà. Good. Parce que le pouvoir, on te le donne, mais ce n'est pas pour que tu le prennes, Oui. c'est que tu le partages. C'est un peu ce que j'essaie de faire là. On m'a interpellé, les gens m'ont regardé, ils m'ont donné une parcelle. Et moi, j'essaie maintenant de le distribuer comme des territoires pour tout le monde. Oui. Donc l'institution à la base n'est pas, c'est pas un mal en soi. C'est comment on s'en sert qui pose problème quelquefois. Most of your work uses abandoned objects, everyday materials and waste. How do you transform these materials into carriers of meaning? Ah oui. Donc on va remonter encore au début. Donc je fais le diagnostic. Oui. Donc j'observe autour de moi et je crée des chapitres. D'accord. Et donc je dis, je vais parler de quoi? Des chapitres d'un narratif? Voilà, des sujets que je vais traiter. D'accord. Je me souviens, et ce qui est marrant, c'est que j'écris toujours quand je pense à quelque chose. Et vous savez dans quoi j'écrivais? J'écrivais dans les carnets de santé. Des carnets de santé? Non, les carnets de santé. Des carnets de santé. C'est un peu comme si je me... Pourquoi spécialement? Oui, non, tout à coup j'ai découvert que j'étais un peu comme un médecin. Ah oui. C'est-à-dire, j'ai fait mon diagnostic, j'écris dans les carnets de santé, je veux parler de la nature, je veux parler de la femme, je veux parler des guerres, je veux parler... Voilà comment ça a commencé. Hein? D'accord. Et après, maintenant, quand je pense comme ça, maintenant, je dis, bon, il faut maintenant que je me serve de mes tests pour illustrer, ou bien des objets pour illustrer mes tests. Voilà. Et je vais maintenant dans la nature, je vais chercher des outils pour pouvoir illustrer mes tests. Et voilà, et je me dirige vers les objets qui m'interpellent, et je reviens maintenant dans mon espace de travail, je les associe, et je raconte mon histoire progressivement. Et au fur et à mesure où ça avance, mes petits tests deviennent des grands tests. Après je commence à circuler aussi. Hein. Donc je rencontre des gens qui font des choses comme moi. Et donc j'apprends en me baladant. Hein. On m'invite à gauche à droite, je vais à gauche à droite. Donc excusez-moi, donc ça veut dire, meaning like, let's say that you found an object, one object, for example, it's a found object in the daily life from the street. Yeah. It happened to you that you work around this object after you describe the story behind, like the story that you would like to tell. Is it happened to you that this object became many other objects to build kind of a huge installation and tells a very long narrative, or you just focus on this object you found? I mean, I'm trying to understand how, based on what you collect objects and you put them together, because you said I don't do art, I just like composing or putting things together. So I'm just trying to understand the methodology. Voilà, on va prendre un exemple. D'accord, yes, please. Donc j'écris un chapitre, yeah. Environnement. Et après je dis, bon, je veux quand même raconter ces chapitres écrits avec des objets. Des objets. Donc je sors de chez moi, je marche dans la rue, et je vois que par exemple dans la rue, il y a beaucoup de plastiques qui sont mêlés à la terre, et je déterre les plastiques. En sachant que tu vas... Non. Voilà, c'est ça. Tu ne me suis pas, c'est pas en sachant. J'ai dit que je sors de chez moi, je sors le plastique. Donc, c'est la logique. Oui. Je viens maintenant à l'atelier maintenant, donc je sais bien sûr, donc je n'ai pas besoin de le rappeler que je le sais. J'ai fait ça parce que je veux illustrer le test sur l'environnement. Ah, d'accord. Voilà. Mais ça, c'est pour moi. Hein. C'est pas un engagement. D'accord. C'est pas le genre, je veux venir dire aux gens que... Parce que je me dis, je vois des choses que tout le monde voit. Oui, je ne pense pas que je suis porteur, que je suis un messie qui comprend les choses que je ne comprends pas. Je suppose que tout le monde voit ce que je vois. Donc, mais comment moi alors, je cherche mon propre remède contre ce mal qui m'interpelle. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est avec le plastique. Tu as vu? Parce que les œuvres, par exemple, les œuvres qu'on dit que Taïwo a fait aujourd'hui, comme par exemple que j'appelle Plastic Bags, ça arrive plus tard, peut-être 10 ans plus tard. Hein? Ça arrive 10 ans plus tard. Hein? Parce que moi, quelquefois, même, je me dis, mais oui, j'ai fait déjà des choses avec. Moi, je découvre encore quand je feuillette mes affaires, je dis, mais oui, j'ai déjà fait ça 25 ans avant. Oui. J'avais déjà, parce que en fait, j'avance, je m'interroge. Je suis un peu comme quelqu'un dans la rue qui ne sait pas où il va et qui essaie de trouver son chemin. Il ne sait pas où il va, mais il cherche un chemin.
C'est pas... Oui, non, mais c'est logique. Et je crois qu'on pourrait appeler ça le phénomène de la fabrication. Et voilà. Et du coup, dans ce chapitre-là, quand je le fais, je ferme la page. J'ouvre un deuxième chapitre. Par exemple, la femme. La femme. J'ai envie de parler de la femme, du rôle de la femme, je ne sais pas quoi. Et voilà. Et je vais encore dans la rue. Mais ce sujet, par hasard, je n'ai pas fait peut-être un objet. C'est plus tard, encore plus tard, qu'un jour, j'ai décidé que dans la plupart des expositions que j'aurai, je vais célébrer toutes les femmes du monde. Comment? Par exemple, simplement en inscrivant parfois leur nom sur des cartels à les poser comme ça, là, un peu partout. Parce que, vous voyez, donc je dis, je vais célébrer la femme d'abord, la femme comme ma mère, et la femme comme la mère de l'humanité. Et c'est ma façon de dire à la femme que, vous savez, moi, je ne suis pas toujours très gentil envers vous. Ah oui. C'est pas parce que je veux pas être gentil, parce qu'on m'a éduqué en me disant que je devais être comme je suis. On m'a dit que tu es un homme, c'est toi qui dois parler comme ça à ta femme. Et donc, maintenant, et j'essaie de ne pas le faire, mais comme on m'a mis ça dans la tête. Mais vous voyez bien que je viens vers vous, c'est pas parce que je ne pense pas que vous êtes des gens, que vous êtes des humains. Et je me suis dit que bon, à force de le faire comme ça, à un moment donné, je veux me restructurer, je vais regarder la femme différemment. Et je crois que je le fais déjà. Parce que finalement, j'ai donc compris par cette logique que la femme est l'espèce la plus forte de l'humanité. Oui. Voilà. Et l'homme violent, c'est l'espèce le plus faible de l'humanité. So, and also again in this context, I like what you said about the plastic bags, and I saw the work. Yeah. It's magnificent, and you remember I told you it looks like a Christmas tree, but it's upside down, made out of found plastic bags, and we all know what is the danger of plastic and on the environment. Yeah. So that's also take me to the question about pollution. Today, pollution and waste produced in the global north often end up in the global south, while the west develops strict environmental protections for itself. How do you see your art engaging with this injustice? Moi, personnellement, j'ai fait ce que j'ai à faire. Je montre des choses. Je ne suis pas responsable de la vision du monde. Oui, je montre des choses. Je fais des choses, ça veut dire que je montre. Tu montres? Oui. Après, maintenant, quel pouvoir j'ai pour que les gens puissent se transformer? On ne demande pas de pouvoir. Non, je réponds à la question là. Oui, mais ce n'est pas la question de pouvoir. Tu me dis qu'est-ce que mon travail? Elle peut. Oui, mais peut-être, oui. Mon travail, j'espère que quand je le fais comme ça, mon travail pourrait sensibiliser, j'espère. Je comprends, c'est tout ce que je peux faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, principalement... Et maintenant, le rapport. Parce qu'il y a le rapport nord-sud, c'est-à-dire, oui, on fabrique les produits en Europe, on envoie dans le sud, il y a la pollution. Ça, je trouve que en fait, le sud n'est pas en dehors du monde. Le nord n'est pas en dehors du monde. Oui, il n'y a pas de problème, mais il faut connaître qu'il y a un vrai problème. Aussi, dans le problème, sud, par rapport commence d'abord par dire qu'il faut d'abord constater que. Oui, il ne faut pas créer la brume en disant oui, il y a un problème. On sait qu'il y a un problème. D'accord. Donc il y a un problème. Donc vous, du sud, qui consommez les choses du nord là, vous avez la capacité de dire qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que certaines personnes qui vont le dire à votre place? Pourquoi vous-même, vous ne le dites pas? Et que vous trouvez une méthode pour pouvoir interdire cela. Parce que c'est... Vous savez, lorsqu'on fait du business, n'est-ce pas? La loi du business, c'est la domination. C'est le pouvoir. Vous voyez? Et quelque chose me fait croire que c'est bien beau de venir défendre des gens qui ne se défendent pas eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Qui ne se défendent pas eux-mêmes, qui font semblant de se défendre. Vous savez, j'ai été une fois interpellé par une FAO, je ne sais pas, il s'occupe de la famine dans le monde, pour faire un projet dans une zone forestière où vivent des pygmées en Afrique.
OK. Il s'agissait de faire des espèces, on va dire, d'imaginer une approche poétique pour expliquer aux pygmées qu'il faut replanter les arbres dans la forêt. Et ça, c'est un projet proposé par les gens de la FAO. Donc, ils me demandent de participer à ça. Bon, je leur demande, mais pourquoi vous me demandez à moi? Ils disent, parce que toi, tu es de la région. Je dis, OK. Bien. Vous pensez que c'est les pygmées qui coupent les arbres dans la forêt? Quand vous me demandez d'aller faire des choses pour dire aux pygmées de planter les arbres, c'est les pygmées qui coupent les arbres dans la forêt. C'est la question que je pose à la FAO. Il dit, mais oui, mais c'est quand même important. Bon, il essaie de répondre à ça. Il dit, non, non, non. Vous savez, votre projet, vous devez le faire à la présidence de ces pays-là. C'est là qu'il faut aller faire le projet. Il fallait là-bas leur dire qu'il ne faut pas couper les arbres en forêt. Parce que c'est eux qui signent le contrat qu'on coupe les arbres. Et c'est pareil pour la pollution. Peut-être, quelquefois, ils signent ce contrat sans peut-être avoir connaissance des conséquences. Mais je ne peux pas quand même comprendre qu'aujourd'hui, on apprend tous, on étudie tous dans les mêmes universités. Ces gens qui nous gouvernent, ils sont intelligents quand même, non? On ne peut pas dire qu'on signe le contrat sans le lire quand même, non? Donc, on me demande, toi, on me demande, Taïou, qu'est-ce que tu penses que ton travail peut faire? Non, mais je ne gouverne pas ces pays-là. Je suis un fou qui se balade, qui essaie, qui ne comprend rien. Et qui essaie de faire des choses, on me demande, oui, toi, tu vas aller. Non, mais je ne dirige pas ces pays, moi, j'en sais rien, moi. Je fais ce que je peux. Et il y a des gens qui peut-être regardent ça, ils comprennent. Mon propre pays, je ne suis pas sûr qu'ils sont prêts à montrer mon travail. Pas parce qu'ils ne savent pas que j'existe. Pourquoi? Non, j'en sais rien. Il faut poser des questions à ceux qui vont le faire. Tu as vu? Mais je n'ai pas non plus un problème par rapport à ça. Oui. Parce que je crois qu'on peut aussi avoir d'autres urgences. Oui. Et que nous, là, nous ne faisons pas partie des urgences. Tu as vu? Bien sûr. Souvenez-vous, j'ai dit au début de cette conversation, c'est comme une boutade. Que je me suis essayé au droit et je me suis rendu compte que le droit était maladroit. Il est maladroit, toujours. Et c'est là où on pose la question de la vérité face à l'hypocrisie. Les mots que j'emploie, ce n'est pas des mots pour amuser la galerie. Hein. Non, non, c'est... L'histoire, c'est que, au-delà de ce que j'ai fait, vous savez, moi, je ne prends que des objets, je les pose comme ça, je les pose comme ça. Hein. Mais en fait, derrière ça, il y a la quête de la vérité de soi. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes tous des menteurs qui emballent nos vérités dans le gros papier. Je ne comprends rien là. Je dis, mais attendez, à un moment donné, les mecs, hey, ça sert à quoi? On va tous disparaître. Tu as vu? Ouais. Et donc, je suppose que si les gens veulent peut-être, si nous voulons peut-être faire de l'art, il faut peut-être réinventer l'art. S'il faut peut-être faire de la philosophie, il faut réinventer la philosophie. Et il faut qu'on soit en accord avec notre époque, avec nos urgences. Il faut que chacun, dans son fort intérieur, construise sa propre université. Il a un rôle à faire, ouais. Oui, construise sa propre université intérieure et que chacun comprenne que dans nos âmes vivent des foules et que nous, quelquefois aussi, qu'on organise des votes dans nos ventres pour voir si nous sommes d'accord avec nous-mêmes. Oui, donc il y a... voilà. Oui, ça veut dire qu'il y a une responsabilité envers l'artiste. Pour toutes ces questions. So in this case, in your view, is there a way to imagine a new sustainable art practice where the act of making itself resists waste? Moi, je ne parle pas de l'art. Toi, tu me parles de l'art. Ben, tu m'excuses parce que je sais les mots. Oui, non, tu parles de l'art. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. I know that for you are very sensitive with the word art. Non, je ne suis pas sensible. Je viens de faire toute une tirade là qui répondait à cette question. Et tu me parles de l'art. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se servir de l'expression. Parlons plus de l'expression que de parler de l'art. Est-ce que c'est possible que l'expression puisse être un véhicule je ne sais pas quoi, d'évolution sociale et de compréhension de nos pratiques au quotidien? Oui. Bien sûr, il faut que chacun comprenne, que chaque personne comprenne qu'il est une entité
et que dans chaque poste que nous occupons, que nous soyons infirmiers, docteurs, footballeurs, essayer de mettre de soi, la vérité dans notre geste. Bien sûr, il peut arriver des moments où on va au cinéma regarder des fictions, mais on va pas être des comédiens de fiction dans la rue tout le temps. Oui, donc so for normal, I mean English and French. I'm sorry, I got lost sometimes. No, I know very. No, I mean. No, but it's because it's very interesting to speak about this, about the question of sustainable art and sustainable art practice. There is so many. We see that in our art world today. This very expensive, very sophisticated artworks and artists. And we always ask the question, is this practice or this production is sustainable? Is it environmentally friendly and friendly for the environment? So what is your opinion about this? Because I know that mainly you are dealing and you are working with found object, with recycled object, with daily life objects. So what is Moi, je ne fais pas du recyclage des objets. Yes. Ça, c'est une chose. Ce qui m'intéresse, c'est de recycler la mentalité. Yeah. Donc, l'outil qui m'intéresse, c'est la mentalité humaine. Parce que c'est de l'humain que sort tout ce que nous sommes en train de dire là. Donc, ce n'est pas les objets. Alors, si déjà, nous avons fait une forme de recyclage mental, une façon de penser, peut-être les produits qui vont sortir vont avoir une autre... vont avoir le sustainability, comme tu viens de le dire. Oui. Voilà, c'est ça. Mais donc, ce n'est pas une histoire de l'art ou pas de l'art. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Parce qu'on donne l'impression que l'art va trouver une solution à quoi que ce soit. Non, c'est des gens comme tout le monde qui racontent leur histoire. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tout à l'heure, je disais que vous soyez infirmier, médecin, machin, vous devez comprendre que dans votre pratique tous les jours, vous devez essayer de faire des tris dans votre façon d'approcher votre pratique. Et donc l'artiste, il devait faire ça aussi. Oh, le maker. Je m'en fous, l'artiste. C'est pas ça le plus important. Je dis que tout le monde devait le faire, mais pourquoi focaliser sur cette histoire d'artiste? J'ai l'impression que non. Non, mais je te pose la question. Okay, si tu veux, je prends la couronne de l'artiste, le mec. Mais non, ça ne sert à rien, enfant. Parce qu'en fait, j'ai bien vu que le fait de dire que on met trop de choses dans cette histoire artiste. C'est comme une poubelle où on met tout dedans. Wow. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je dis même, non, mais attends, il faut sortir de ces costumes et se dire, mais je suis un corps dans ces costumes. Qu'est-ce que je suis dans ces costumes? Alors, dans toutes les pratiques, je pense que tout ce que l'on fait, on a le plaisir de le faire. Mais il faut toujours être conscient qu'il faudrait qu'on laisse cet environnement dans lequel nous vivons dans une zone de confort du moment, le jour où nous ne serons plus là. Et pour ma part, j'espère que la minute après que je suis mort, on dira que, ah ouais, finalement il est devenu un humain. C'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'est chacun qui doit composer sa propre musique vers cette destinée-là, vers cette terre promise-là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et ça n'a rien à voir avec des religions, les codes, ça a à voir avec soi-même. Parce que nous avons déjà tout ça dans nous. Lorsqu'on est, nous sommes déjà surchargés, nous sommes déjà pollués. C'est à nous donc, dans notre évolution, de nous dépolluer progressivement. Et moi, je pense vraiment comme ça. Et il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, il faut être très très curieux et aller toujours vers l'autre. Vers l'esprit. Voilà. Poser des questions. Oui, être arrogant. Arrogant? Oui. Oui, d'accord. Parce que si vous n'êtes pas arrogant, vous ne pouvez pas explorer la zone de participation de votre être. C'est-à-dire qu'en fait, pour inventer, il faut d'abord mettre toutes les inventions à côté. Il faut donc avoir une attitude arrogante pour mettre des inventions à côté. Ça, c'est bon, mais moi, je suis le patron. Alors, après, maintenant, ce n'est pas une arrogance passive, c'est une arrogance dynamique. Vous voyez ce que je dis? Il faut pas avoir peur du mot. Hein. Donc, retrouver de nouvelles sémantiques pour nous ne pas avoir peur, prendre des risques pour essayer de pousser un peu de lignes. Être courageux. Voilà. Courageux. Voilà, être courageux et voilà, et être toujours comprendre que nous sommes un centre au milieu des milliers de centres. Et fuir les lumières, raser les murs, et surtout quand la lumière vous suit. Vraiment, disparaître. Oui. Parce que la lumière peut vous éblouir. Good. Là, par exemple, elle essaie de m'éblouir.
Et j'ai fait tout et tout pour ne pas me laisser évoluer. Well, so in general, you live between Yaoundé in Cameroon and Gand in Belgium. How does this position between cultural words shape the vision of your art practice or the practice of making? Or I don't know how to call that. Yeah. No, I live between Yaoundé and Doha, actually. Yes. Because I'm in Doha. So if maybe sometime I'm more like in Ghent. So now let's say I'm living more in between Yaoundé and Doha. So, but I'm Pascal, je suis Pascal qui roule et amasse ce mousse. Donc toutes mes expériences sur mon chemin, ça m'aide à me construire et me reconstruire. Donc ça ne change rien le fait de vivre ici ou là-bas Non, je viens de dire que ça change. Je dis que le fait que je bouge beaucoup, je ramasse des particules. Et ces particules-là contribuent à ma construction et ma reconstruction. Ça veut dire qu'il y a des changements que je ne vois pas. Je suis sûr que ça change. Mais dans ma tête, j'ai toujours l'impression que je suis au Cameroun. Je suis dans la poussière. Parce que c'est là-bas que tu es parti. Parce qu'il faut toujours se souvenir d'où on est parti. J'ai été nourri à la poussière. J'ai grandi sous le fromager. Voilà, j'ai couru dans la boue. Et c'est ça qui a fait ce que je suis. Voilà. Si j'avais peut-être vécu à Gaza ou bien à Doha, j'aurais été quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, mes partitions que j'écris sont chargées de on va dire des vitamines de là où je suis né. Voilà. Okay. So I will just go to the last thing because I think time is not on our side. So let's agree that we know that the art world of today is not very fair art world. It is also based on a lot of classification and categorization of the others. So in your point of view, what would be a fair decolonialized art world look like today? And what is the artist's role in making this happen? Je pense qu'il est important d'être sincère lorsqu'on fait des choses. Ça, this is from the artist side. Oui, c'est important. Et maintenant, moi, je ne suis pas un opérateur artistique. Je ne sais pas comment ils font leur système. Je travaille avec des partenaires, mais je pense qu'eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour respecter mon point de vue. Ça, c'est très important. Et parce qu'eux aussi sont confrontés à beaucoup de conflits avec ces systèmes. Donc, c'est pas évident. Mais est-ce que tu as un exemple pour toi, par exemple, que you fight back the system about this question? Bon, il y a beaucoup de choses que je refuse. Par exemple, j'ai des invitations, je dis je ne veux pas, voilà, les gens s'énervent, et des choses comme ça, parce que ça fait normal que l'on le fasse absolument. Je dis non, voilà. Et je ne le fais pas par arrogance ou par désinvolture, c'est seulement parce que je réalise que ça ne fonctionne pas. The not participation or the refusing to participate on something, it is part of the solution. Non, il y a le refus, il y a le refus, il y a même il y a le contexte du refus. Hein, oui. Parce qu'on peut parfois croire que le refus, parce qu'on accepte parfois parce qu'il y a des intérêts parfois économiques. Voilà. Effectivement, c'est parce qu'il faut vivre, hein. Oui. Parce que je peux avoir tout le grand concept du monde. Je peux avoir tout le grand concept du monde, mais après, j'ai les charges, hein. Je dois payer ceci, payer cela, payer cela. Tu as vu? Mais jusqu'ici, j'arrive quand même à jongler et être droit et payer quand même ces choses-là. Est-ce que c'est très difficile? Non, c'est pas. Non, c'est très difficile pour moi, de jongler. Parce que j'ai intégré ça, et du coup, là où ça pourrait paraître compliqué, complexe, ça n'existait pas. Oui. Tu as vu? Mais je ne pense pas que ça soit facile. Ça, c'est moi. Je ne peux pas dire à quelqu'un d'autre de se comporter comme moi. Quand j'entretenais mes camarades, par exemple, à l'école à Paris, je leur disais toujours que vous avez choisi un métier, vous voulez faire un métier qui est complexe. C'est-à-dire que vous voulez apprendre à marcher sur une ligne de pêche avec des lames de ski.
de patinage, de patins. patins. Et ce qui est vraiment impossible. Mais si vous y arrivez, ça sera pas mal. Ça sera donc c'est un exceptionnel. exercice qu'il faut le faire tout le temps. Vous voyez? Et parce que ça me permet, cette posture me permet en fait d'être toujours aware, d'être toujours... Ouais, parce que je sais que quand tu es adopté par des gens, ils t'embrassent, ils te traînent, ils te soufflent. Et mais oui, à un moment donné, tu as dit, mais je vais respirer. Mais c'est l'amour. Les gens, ils te donnent de l'amour. Mais il faut dire, mais vous voyez aussi que je vous donne de l'amour aussi, là. Bien sûr. Voilà. Et là, c'est à vous maintenant ça. de trouver un équilibre. Tu ne vas pas quand même dire à quelqu'un qui dit je t'aime, je te hais. Non. Parce qu'il te sert beaucoup. Non, tu vas accepter, mais tu vas trouver des attitudes pour que ça soit plus équilibré. Et donc la pratique, pour moi, doit résider là. Parce que quelqu'un qui dit je vais faire quelque chose qui est à la marge, ce n'est pas la même chose que dit je vais être soldat. Je vais être je ne sais pas quoi. Parce que c'est vraiment aléatoire comme métier, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on a l'impression qu'on est chanceux parce qu'on pense à toi, parce qu'on te donne un peu d'argent, et après tu prends les attitudes des gens qui ont réussi, alors qu'en fait, au départ, ce n'était pas le but. Peut-être ce n'est pas le but, parce qu'il y en a qu'au départ, c'est ça. Ils veulent le faire parce qu'ils veulent être célèbres. Mais moi, je ne veux pas être célèbre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas être célèbre. Ce n'est pas le but. Good. On commence d'abord par là. Maintenant, si tu fais des choses parce que tu veux être célèbre, Ça, c'est ça veut dire que différent, si oui. tu es célèbre après, tu es content. Si tu n'es pas célèbre, tu es frustré. Tu as vu ce que je veux dire? Maintenant, si entre-temps, je ne vais pas être célèbre, la célébrité me croise en chemin, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous explique, j'ai fui la lumière, j'ai rasé mieux. Ça, c'est les techniques pour pouvoir essayer de me retrouver avec moi-même. Parce que c'est pas facile, hein? Non. C'est pas facile d'être Pascal Martin. Tu as vu dans ce cas-là? Parce que les gens, ils m'applaudissent. Je dis, et moi, je suis surpris. Je ne veux pas, tu vois un peu. Mais ils doivent quand même applaudir, hein? Parce qu'ils sont contents. Bien sûr, Ils manifestent leur amour pour moi. Je ne veux pas dire non, mais tu vois un peu. Non. Mais j'ai peur, je dis, hey, c'est comme si j'ai peur que ça... Parce que je peux me noyer dans l'applaudissement. Et il y a aussi une anecdote que je donne parfois. Vous savez, par exemple, la célébrité, c'est quoi? C'est un peu comme si vous êtes sur un podium, vous dansez, tout le monde applaudit. Et vous, ça vous enivre. Et vous dansez. Les applaudissements continuent. Et vous fermez les yeux, vous dansez, ça continue. À un moment donné, vous ouvrez les yeux, vous voyez qu'en fait, ce n'est plus vous qu'on applaudit, on applaudit plutôt quelqu'un là-bas. Oh. Ah ben ouais. Et ça, je sais. Que ça fonctionne comme ça, le système. On te prend comme ça, et on te lâche. Et tu t'écrases. Alors, si tu as des choses qui viennent de l'intérieur, tu ne les fais pas pour ça. Mais les gens peuvent t'applaudir. Donc, il faut toujours avoir les yeux ouverts. Les yeux ouverts et l'honnêteté et la originalité. Voilà. Et c'est à chacun de développer ça. Il n'y a pas potion magique qu'on distribue. Il n'y a pas. I think we cannot stop talking. Ouais. We've been talking for 2 days, and it's not that easy. And I know that there is many subjects that we can talk about, but unfortunately we don't have enough time, because we would like also to give the opportunity to our dear audience to have, if they have any questions, and it's for you guys. Or in your answer. Maybe they have more answer than question. For answers or reflections. I like the translator. He's working with his hand. That's very nice. Thank you. Salut. Oh, hello. J'étais un peu curieuse parce que vous avez dit que pour vous, l'autre c'est les centres c'est les autres, et en même temps que l'arrogance c'est très important. Alors, comment vous engagez les deux aspects? Comment ça fait que l'autre soit le centre, c'est ça? Non, mais... Et en même temps, l'importance d'être arrogant, vous avez dit? Est-ce que je sais pas L'importance d'être arrogant. Ah oui, ah d'accord, ok. Oui. C'est vrai qu'il y a une dichotomie. Donc, bon, si on prend l'arrogance dans sa sémantique classique, si nous prenons l'arrogance dans sa sémantique classique, c'est quelque chose de glauque, n'est-ce pas? Non, mais je ne prends pas l'arrogance dans sa sémantique classique. Je prends l'arrogance dans le désir
de s'explorer, de savoir ce que l'on est et de partager ce que l'on est. Tu ne peux pas partager ce que tu es si tu n'essaies pas de trouver une voie pour le faire. Et pour ça, il faut du courage. Et donc, on pourrait dire que c'est quoi? Tu as besoin donc tu as besoin de la niaque. Chez moi, on appelle ça la niaque. C'est-à-dire tu as besoin tu as besoin de la force pour pouvoir t'imposer. Tu as vu? Eh bon, donc, si tu n'ouvres pas les yeux, tous ceux qui sont autour de toi vont ouvrir. Maintenant, si vous êtes dans la même logique, ils vont dire, mais oui, on t'a donné la parole, mais tu t'exprimes, mais tu exprimes ton arrogance, tu exprimes ta conviction, tu exprimes ta croyance, tu exprimes ce en quoi tu crois, mais tu es ouvert aux autres. Tu ne dis pas non, c'est pas important, voilà, voilà. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va avoir confiance en toi. Donc, quelquefois, j'utilise des expressions aussi fortes pour pouvoir casser le plafond de verre. Parce qu'on est parfois trop dans des caresses un peu bizarres. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, et du coup, si on va dans cette logique de je vais m'exprimer, mais avec le respect de l'expression de l'autre. L'autre, il s'exprime avec vigueur, moi je m'exprime avec vigueur, on se coûte très très bien. Après, on voit comment on peut passer d'un centre à l'autre. J'appelle ça la mutation. Après, la mutation personnelle, après une mutation bouclée. Après, la mutation entre le groupe. Donc, la mutation bouclée des consciences entre individus. Et ça, c'est des choses que moi, par exemple, j'ai écrit. Au départ, je me suis dit, je ne peux pas savoir qui je suis si je n'apprends pas à rentrer dans ma poubelle. Quelquefois, on se mouche et on jette le mouchoir. Mais donc, j'ai commencé à reprendre mes mouchoirs et à regarder ce qui est sorti de mon être. Pour comprendre comment je composais ces déchets de l'intérieur. Et je suis rendu compte qu'en fait, dans mon être, il y avait beaucoup de déchets. Alors, c'est symbolique, mais ça veut dire. Une société, par exemple, elle est lisible à partir de sa poubelle. Et la poubelle, c'est l'espace qu'on cache généralement. Mais c'est là où se trouve parfois le trésor pour la survie. Well done. Hello, I have a question. What is your favorite creative project that you have ever done throughout your life? And another question is, what advice would you give for aspiring artists or aspiring creative people and leadership? C'est quoi le projet le plus favori pour toi depuis tout le temps? Et c'est quoi on peut dire, la conseil que tu peux donner aux artistes creative people ou les artistes créatifs? Non, je suis d'accord, je suis content qu'elle parle de projet. Non, après, quand elle parle de l'art, on va dire qu'elle parle de l'expression. Alors, mon plus beau projet, c'est la naissance de ma fille. Donc, j'ai vu ma fille naître. Ça, c'est le plus beau projet que j'ai jamais réalisé. Alors, le plus beau projet artistique? Non, pas artistique. Après, c'est la provocation que tu fais là. La deuxième plus beau projet. Non, elle a demandé un projet. Là, moi, je demande la deuxième. Bon, mon fils. Parce que mon fils a un petit frère. Ok, good. Voilà. You get what I want. Voilà. Oh my God. Mais c'est quand même des œuvres, c'est des chefs-d'œuvre quand même. Nous sommes des chefs-d'œuvre en tant qu'humains, non? Oui, il n'y a pas de doubt. There is no doubt about it. Alors, je vais encore plus loin. Vous savez, mon outil le plus favori, c'est l'humain. C'est human being. C'est ça mon outil favori. Il est intarissable. C'est un outil qui m'inspire beaucoup. Parce que tout ce que nous racontons là, c'est parce que c'est les conséquences des passions humaines. Et quand je rentre dans ces conséquences-là, j'ai tout un champ d'activité. Là, toutes nos tensions, toutes nos joies, nos peines, c'est nous. Bien. Quel conseil donner au petit frère? Tu n'as pas dit le projet, hein? Non, au petit frère. Elle a dit quel conseil donner au petit frère? Ben, j'ai donné le conseil que je donne à mes enfants. Toujours écouter vos parents. Donc? Toujours écouter vos parents pour apprendre à vous écouter vous-même. Ça veut dire que les jeunes artistes, ils devaient écouter les... Oui, il faut écouter les parents. En fait, il ne s'agit pas d'être d'accord avec les parents. Hein. Écouter. Parce que demain, tu seras aussi peut-être parent. Et donc, tu apprends la critique. Quand tu écoutes les parents,
ça ne veut pas dire que tout ce que les parents vont dire, tu vas dire oui. Vous rentrez dans la conversation, parce que les parents aiment ça aussi. Mais si vous écoutez les parents plutôt comme des espèces de Bible ou des Corans qui vous parlent, ça ne marche plus. Hein? Ça vous permet donc de faire une critique de vous-même. Parce que demain, vous serez peut-être aussi un parent. Donc on peut dire, en résumé, la chose, le conseil que tu peux donner, c'est de comprendre, c'est de observer et comprendre les critiques et vraiment le prendre comme une méthode on peut dire, de compréhension pour ce qu'on peut faire après. Ouais, c'est comme ça que tu l'interprètes. Hein? Je ne sais pas si tu l'interprètes de la même façon. Vous avez compris comme ça, comme lui là? Je ne sais pas. Hein? you notice something with Pascal is like whatever he will say, this is your interpretation, this is your idea. Parce que je donne mon point de vue. I have to say, this is typically not a maker. It's like an artist and creative people, which is something really remarkable. I mean, it's like you give a space to everybody and to everything. Regardez, moi je suis ici parce qu'on me donne de l'espace. Donc qui suis-je pour interdire l'espace aux autres? Non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ce que tu es en train de dire. Alors, mais je pense qu'on peut, on va dire, on peut dialoguer sur nos espaces, nos réflexions, pour trouver des, comme je disais tout à l'heure, même dans un espace de création, dans un laboratoire de création, ce qui est intéressant, c'est la démarche, c'est le process. Vous voyez, c'est pas l'objet lui-même à la fin. Vous voyez, intéressant ça. C'est pas l'objet à la fin. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que quelquefois, on sublime tellement, on sacralise l'objet. Pourquoi pas? Il représente peut-être un moment important. Mais c'est des humains, quelquefois, qui sont en activité. Et c'est déjà... N'oubliez pas, je vous disais que nous sommes des entités, mais en fait, chaque personne est comme un territoire qui se déplace. Et dans ce territoire-là, il y a une population. Dans chaque être humain, il y a des populations. Et ces populations-là pensent diversement. Sachez qu'il y a peut-être dans mon moi, il y a peut-être 1 million de personnes, 2 millions de personnes. Et chacun pense différemment. C'est-à-dire que chaque fois que je vais prendre une décision, je dois toujours j'organise un vote dans mon ventre pour savoir ce que ma bouche doit dire. Oui. On n'a pas beaucoup de temps. Et c'est des votes qui vont très vite, hein? D'accord. On n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé. Non, ça va très vite. Parce que j'ai trouvé un système, dès que j'ai le vote, paf, et je parle. So, any other questions? Yes. Assalamu alaikum. Okay. I thought that it's okay, go ahead. We'll come back to you. Sorry, sir. Yeah. This is Jawda Mansour from UNESCO Regional Office. I got your spirit, like revisionary spirit in your conversation. So I want to reflect on the title of the conference, Decolonizing Energy, and thinking about decolonizing art. So I'm recalling when I was in Belgium, like there was a museum, African museum, and the people who worked on decolonizing this museum were Belgians, people from Belgium. So I was thinking of, this kind. Do you think that there will be a cooperation between the North and the South in decolonizing, for example, the art? Because sometimes, like, it strikes me, they colonized and then they come back to decolonize themselves. So is it possible to work, like, as a person from the South, to work with the North to decolonize something, for example, art? Thank you. Non, j'ai visité le musée la dernière fois. J'étais plutôt positivement surpris parce que je lisais les cartels des œuvres exposées, puisque c'est des chefs-d'œuvre exposés. Quel musée? Musée de... non, comment s'appelle le musée à côté? Pardon?
Le musée royal, mais il y a un nom là, dans un quartier là, bon bref. Et donc, en fait, en général, la plupart des pièces qui se trouvent dans ces lieux sont des pièces qui ont été arrachées dans des conditions assez obscures. Oui, c'est comme les quais Broglie en France et tout ça. D'accord. Je comprends dans quel contexte. Et le sens de la question de la dame, c'est est-ce qu'il y a une forme de coopération dans le processus, il y a une forme de coopération dans le processus de la décoration, de la perception de ces œuvres dans l'espace public. Bon. Je pense que c'est un travail, bien sûr, qui doit se faire en coopération avec tous les espaces territoriaux qui sont concernés. C'est très important. Et c'est aussi important que ces questions se posent aussi à partir du Sud. Parce que si les questions se posent à partir du Sud, ça donne toujours l'impression qu'on impose aussi une logique. C'est comme une suite, comme elle vient de le dire, des colonisations. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il y a des mouvements sociaux, on essaie maintenant d'inventer encore à partir, c'est-à-dire que c'est encore on va dire, c'est celui qui a l'objet. On va dire, c'est le receleur encore lui-même qui détermine de quel sujet on va traiter. Mais c'est aussi important que celui qui estime qu'il a été volé, qui puisse aussi à un moment donné dire, mais on va quand même en parler. Mais malheureusement, le volé, il arrive toujours comme un invité dans la case de la décolonisation. Okay. Mais j'ai vu que le receleur belge, sur le cartel, essaie déjà de décoloniser, essaie déjà de dire cet objet vient de tel endroit, voilà le problème qu'on a avec cet objet, etc. Ça, c'est déjà pour éduquer le public qui vient au musée. C'est-à-dire le public belge, je veux dire. Parce que c'est un musée qui est ouvert au public belge. Parce qu'en fait, ces questions qui sont liées aux questions historiques sont pas parfois faciles à traiter, parce que d'abord dans l'histoire, dans l'éducation même des populations, l'histoire racontée dans les livres aux populations ne sont pas les bonnes histoires. Yeah. Et parfois même, il n'y a même pas d'histoire. Vous voyez? Mais ça dit que le citoyen, par exemple belge, qui n'a jamais été informé sur ce qui s'est réellement passé, il n'ignore pas parce qu'il ne veut pas savoir. C'est parce que aussi même le système d'éducation ne l'a pas permis de savoir. Il n'y a pas de transmission de il n'y a pas eu de transmission de la vraie histoire. Alors. Et c'est là alors, parce que même les questions de restitution, ça se pose, c'est la même question. C'est là alors que moi, je me suis dit, si à un moment donné, vu l'évolution de l'humanité, on s'est dit que bon voilà, c'est une fiction, il n'y a plus de frontières. Les gens peuvent rentrer et sortir. Ça veut dire que si je suis à Bruxelles, c'est un peu comme si j'étais à Kinshasa. C'est-à-dire que s'il y a un musée à Bruxelles qui montre un objet qui vient de Kinshasa et que Kinshasa est au courant, cet objet, en fait, Kinshasa devient un peu comme un département. Non. Bruxelles devient comme un département de Kinshasa. Parce que lorsque les gens rentrent au musée, par exemple, j'ai pas fini. Quand les gens rentrent au musée, par exemple, ils paient un ticket pour rentrer au musée. Ça dit que ça fait, après on dit oui, cet argent, ça sert peut-être à entretenir le musée. Mais après, il y a peut-être toujours un reste. Mais si le musée devient comme une espèce de territoire éloigné du lieu où l'objet a été fait, il peut encore renvoyer une part de cet argent à ces lieux-là pour développer. Ça peut peut-être aider les humains à effacer les frontières entre les territoires. Le fait que cette histoire qui est une histoire triste, on peut essayer de voir comment la transformer en une histoire heureuse pour la rencontre des peuples. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dit toujours qu'on veut reprendre l'objet. Non, on peut aussi profiter d'une situation pour construire une forme de... Parce qu'en fait, si tu prends tout ce qui t'appartient, que tu vis seul dans ta chambre avec, que tu ne partages avec personne, tu vis en vase clos. Bien sûr. Tu as vu? Peut-être cet objet, ça peut servir peut-être comme une espèce d'objet diplomatique pour pouvoir maintenant demander d'une manière arrogante ce qui te revient. Et c'est là que l'arrogance intervient. Tu demandes parce que c'est la vérité. On ne demande pas parce qu'on est en train de vouloir profiter. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que celui qui a volé, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il est le receleur. Il reconnaît son tort.
Mais sauf qu'il décide encore que celui qui va décider comment on va résoudre le problème. C'est pas normal quand même, non? Sure. I just want to say something also in enlightenment of this. It's a very interesting subject about the question of decolonizing museums and this. And I know there is a lot of effort that's happening now. We are rethinking the museums, rethinking the way that most of our, I would say, like domain in terms of like labeling art and studying art is changing. But I think personally, most importantly, we would like to arrive to the point that there is no such a thing exist. Because you have to understand the existence of certain kind of categorized museum or type of objects in them, that makes it really uncomfortable. So the natural process is like there is no more of these kind of differentializing things between this place of the world and that place, or this culture or that culture, this civilization or that civilization. So, like for example, for the artists themselves and contemporary artists, we used to see or to visit exhibitions of, just an example, of art from the art of the Arab world or Arab artists or African artists. But we never asked the question why we should put them all together when we do an exhibition outside. Why they are not part of any other exhibition exist. Why? And in a way that sometimes artists, they are happy to be in a very prestigious museum under a title called Middle Eastern art. For example, just an example. Yes, everybody has the right to be happy, but we also have to ask the question why they should be all together as Middle Eastern. And this is where things going to be changed, I hope, in the future, when we will stop categorizing and, classifying the things and making different. Any other? Non, et pour finir avec la décolonisation des musées, en fait, la logique, c'est d'abord de décoloniser les esprits. Il faut décoloniser les esprits. Et quand on parle des esprits, on parle des esprits de toutes les populations des peuples. Décolonisation des esprits des peuples. Que ce soit les peuples du sud, du nord, de je ne sais pas quoi. C'est d'abord ça. Et ça passe donc par un phénomène de rééducation de nos méthodes de compréhension. Okay. So we still have 10 minutes. C'est ça. No, here, because I don't know, but it's more close there, maybe with the mic. Allez, go ahead, guys. Oui, oui, c'est ici. Non, oui. Je commence. Oui, non, Pascal, je voudrais juste vous demander si c'est possible de nous parler d'une installation très spécifique, le Home Sweet Home, que vous avez présenté au Abu Dhabi Cultural Foundation il y a 3 ans. C'était une installation qui a vraiment marqué mes étudiants à ce moment-là. Si vous pouvez nous parler un peu de cette combinaison entre le progrès, la technologie, pour faire un peu le lien avec ce qu'on parle ici sur la decolonizing energy, et en même temps l'environnement, mais en même temps comment vous avez inséré ces petites effigies de ce qu'on appelle les sapeurs, qui étaient les résistants d'une certaine façon à Congo dans les années 20-30, en essayant d'imiter l'apparence des colonisateurs, vraiment la transformer en une forme de résistance venue from below. Je ne sais pas si c'est possible de nous parler un peu de cette installation très spécifique. Merci. C'est un peu difficile de parler d'une œuvre quand on n'a pas l'image, parce que vous connaissez l'œuvre, mais eux, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent cette œuvre-là. Home Sweet Home, c'est une installation avec des troncs d'arbres qui portent des cages d'oiseaux. Et les cages d'oiseaux qui sont posées sur une espèce de grand nid duquel s'écoule comme un réseau de fils électriques et des fruits étranges qui sont des micros qui diffusent le son d'oiseaux, le chant d'oiseaux. Et au sommet sont perchés des sculptures colons. Les sculptures colons, c'est une espèce de petites sculptures
fait par des artisans en Afrique qui représentent les personnages, les colons africains en Afrique. Voilà. Et sur la plateforme, il y a de l'herbe. Alors l'idée, c'est qu'en fait, le public puisse venir, rentrer dans l'installation et s'asseoir et écouter les oiseaux chanter. Donc, symboliquement, je me dis que lorsqu'il s'assied là-bas, il s'est fait une idée de la maison, mais d'une manière conviviale, avec des gens qui viennent à l'exposition, qui ne se connaissent pas peut-être, etc., etc. Et là, je découvre, avec votre explication, que justement, cette sculpture, puisque ça se sert aussi des câbles électriques, ça aurait peut-être quelque chose à voir avec l'énergie. Et donc, peut-être j'avais pensé à ça avant. Et il y a beaucoup de choses comme ça que je découvre en chemin, hein, que j'ai fait d'une manière hasardeuse, parce que je suis un fou qui se balade. Et bien sûr, il y a peut-être une énergie. Mais peut-être que je me pose la question que si la meilleure énergie, ce n'est pas celle des humains qui s'asseyent ensemble sur l'arbre. Que peut-être la bonne énergie, ce n'est pas l'énergie électrique et tout. Peut-être c'est l'énergie simple, s'asseoir sur l'herbe comme ça et écouter les oiseaux chanter. Et oublier toutes les conséquences de nos passions humaines. Very good. Because no, I'm sorry. Sorry? Our guest from here, he's been waiting since the beginning of questions, and every time the microphone is stuck there. So I'm sorry, non. This is the fourth time that non, et pas après ça sera lui. Allez, Obla, posez la question. All right, après ça sera, il faut qu'il y ait le micro. I'll be quick. Yeah, go ahead. Go ahead, Sebastian. Go ahead. I'll be quick then. Who are you talking to? Who's your audience, or like your constructions, your objects? Yeah. Who are you talking to? You mentioned a couple of things. One, saying I'm making things, but I don't know if the people from back home will understand what I'm saying or like what this thing means. But you also say at some point that when you speak, are representing minorities. You know, so like, who's your constructions, your objects directed to? Who are you talking to? And I'm not completely at ease with the idea of minorities, because if you compound them all together, it becomes a global majority. So this binary of north, south, minority, is like, I'm more interested in this global majority. Are you talking to them, us? Or? That's it. Thank you. Yeah. I'm just trying to. J'essaie tout simplement de parler à ceux qui prêtent attention à ma parole, à ma voix. Et j'essaie d'exprimer mon cri intérieur à ces gens qui me donnent, qui me prêtent leur oreille. C'est à ces gens que je parle. Je ne peux pas savoir. Ça peut être des gens d'en haut, d'en bas, de n'importe où. Des gens qui se disent qu'ah oui, on a des choses à partager, peut-être pas. Et je ne peux pas oser dire que je parle à l'humanité. Je parle à ceux qui me donnent, qui me prêtent leur oreille. C'est à eux que j'essaie de parler. C'est simplement ça. Thank you. Yes. Ouais. Merci beaucoup pour la reconnaissance, finalement. Je voudrais poser la question d'esthétique. Comment est-ce qu'on décolonise l'esthétique ou le goût de peuple colonisé? Parce que je vois l'architecture, par exemple, à Manille, aux Philippines. C'est très influencé par l'architecture américaine, par l'architecture européenne. Je porte des autochtones tourner le dos, tourner leur dos contre les œuvres d'art traditionnelles, par exemple, les artistes des autochtones, par exemple. Ouais. Oui, c'est une très grande question, parce qu'en fait, la question d'esthétique, c'est une question vaste. Mais là, vous avez focalisé, par exemple, sur la forme.
je pense que l'esthétique, elle est évolutive. Et si on parle de décolonisation, c'est qu'il y a peut-être une question de... Parce qu'il y a peut-être une question de fuite de confort, ou bien même il y a des conséquences d'une certaine esthétique. Décoloniser l'esthétique en ce sens-là voudrait dire qu'on s'interroge sur ce qui existe déjà et peut-être trouver une nouvelle esthétique plus pratique par rapport aux attentes que nous espérons dans ce que nous produisons. Donc, ça n'a rien à voir forcément avec la forme que ça prend l'objet, à mon avis. Ça n'a rien à voir avec la couleur que ça pourra prendre, à mon avis. Ça a plutôt à voir avec la sincérité qu'on essaie d'impulser dans ce qu'on a envie de proposer. C'est-à-dire, si moi je veux faire une proposition, personnellement, je vais essayer de... J'analyse d'abord le contexte et je mets le contenu. En ce moment-là, quelque chose va apparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, décoloniser son esprit d'abord et rentrer en activité avec son environnement. Good. Well, thank you. The last question there, the last question, sorry. Okay, the last question, because we are tied on time. Yeah? One more question, yes. Okay. Thank you, Firat. I know that the program is it's very tight here. Yeah, so I would like to just do it upside, You just go upside and then you just something. It'll be quick. I would like to know your thoughts on a common occurrence in the art world, which is the commodification of artworks, or more so the speculative commodification of artwork in auctions and private galleries, including some of your artworks, where instead of being in public spaces inspiring dialogues and thought, artwork is held as an investment in private collections. Alors, qui veut dire? So I really don't capture the question exactly. So instead of artwork being in museums or public spaces, they're in auction houses or in private galleries, treated as investment, and they're not in public spaces, so including his artwork. So I would like to know his thoughts on that. Oh. Tu peux traduire? Oui. Être achetées pour des fins spéculatives et du coup ne rentrent pas en dialogue avec les gens parce qu'elles sont gardées dans des collections privées. Ah d'accord. Oui. Bon, moi je pense qu'avoir parlé de ça tout à l'heure, je disais qu'en fait l'idée c'est pas de rendre des objets sacrés, mais après lorsque des investisseurs rentrent dans une logique de collection, ils ont leur propre philosophie. Et bien sûr on fabrique des objets pour les partager, et ça tout le monde le sait. Maintenant, s'il y a une forme de censure qui est au-dessus de mon pouvoir, je ne veux pas rentrer en conflit avec le collectionneur, parce que lorsqu'il achète un objet, plus ou moins ça devient son objet, et déjà que ça ne s'achète pas chez moi, puisque j'évite de parler de marché, mais je pense qu'il y a des gens qui sont assez... qui collectionnent et qui sont un peu, comment on les appelle, des gens qui ne veulent pas du tout partager, peut-être qu'ils veulent partager dans un contexte bien particulier. Mais moi, personnellement, j'aurais voulu que ce que je propose soit visible et exploitable et critiquable, surtout critiquable partout où le besoin se fait. Il y a toujours la balance entre les deux. Un artiste, il a besoin. So an artist, like, it's necessary that he is in the public institutions collection and also in the private collections, because this what also makes the artist and the gallery and the market work as much as also the institutions, function for the public. That's very healthy. Are you sure? Yeah, I think. I mean, it is. I mean, a lot of times it's outside the control of the artist. It's just changing hands between like owners. It does not contribute to institutions or the artists. Yeah. Alors. So, I'm not so sure, but it's conceptual. There are so many concepts. Okay. There's this concept, another concept. There are people who don't care if they're there or there. You just do what you have to do. You don't follow, you don't know who is who. Public, not public, you don't care. Human being. So, well, thank you, Pascal. Welcome. Thank you for this, and thank you, everybody. Joining us, and again, thank you. Thanks. The special thanks for Hiwarat, Firat, and Georgetown
to Thank you give us this opportunity. Thank you to so have much. this discussion. Let me very quickly share students' unanimous impression about Pascal. He is very modest, they were saying. So they didn't get the arrogance part at all. We will take a quick 15-minute break, and then we'll reconvene in the same space here for Museum of Carbon Ruins. And just be prepared to transport yourself to 2050s, right, Graham? So after a quick break, we'll start our next session. Thanks.